Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans ces cadres de redevabilité. Cette fois-ci pour revenir sur un certain nombre des questions qui ont émaillé l'actualité les mois derniers. Vous savez que le mois de septembre, à partir du 20, il se tient à New York l'Assemblée générale des Nations unies et que régulièrement le président de la République répond à ces rendez-vous. Cette année, bien au-delà de la symbolique habituelle avec les discours, mais vous savez que la République démocratique du Congo a été élue comme membre non permanent du Conseil de sécurité et que dans cet ordre, vous allez voir peut-être dans la suite de ces briefings, la ministre des Affaires étrangères avait eu notamment l'occasion de présider une des séances de l'Assemblée générale des Nations unies, mais parce que vous savez aussi que nous sommes engagés dans une campagne pour la reconnaissance des génocides congolais. En marge de cette session, le président de la République a participé à un side event, un peu comme c'était le cas à Genève, où nous sommes revenus sur la nécessité pour le monde de reconnaître les génocides en cours en République démocratique du Congo. Bien au-delà de ce qui se passait à New York, à 3 heures de train de là à Washington, il s'était né plusieurs réunions. Nous aurons l'occasion de revenir notamment sur ce qui est ressorti des réunions du mécanisme de coordination de sécurité mise en place par l'accord et des réunions du comité conjoint de surveillance de l'accord. Pour revenir sur ce que je disais d'abord sur New York, il faut savoir que la République démocratique du Congo, ainsi que vous l'avez suivi, a été portée élu comme membre non permanent de cette institution, et la République démocratique du Congo entend faire entendre un nouveau son de cloche et de jouer un rôle constructif et positif pour enrichir la réflexion et l'action du Conseil de sécurité. Les choix de ces questions est basé sur une proposition notamment de notre mission permanente, parce que en étant membre du Conseil de sécurité, nous avons des objectifs et nous attendons de voir comment faire avancer notre agenda en ce qui concerne notamment l'application des mécanismes de justice transitionnelle dans des situations post-conflit, la structuration de la production, de la distribution et de la commercialisation de ressources naturelles pour les rendre plus rentables, des réformes des opérations de maintien de la paix des Nations unies, les questions environnementales, l'impact de minerais de sang sur la stabilisation des régions en proie à la violence, et puis la réforme du système de sécurité collective des Nations unies. Peut-être qu'à une autre occasion, nous pourrons revenir dans les détails de ce que sera notre action avec la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Ça, c'est ce qui concerne nos priorités, en tout cas comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies. Et je disais donc tout à l'heure que le président de la République était à New York, et dans les discours que le président de la République a tenus, c'est un discours qui donne la position de la République démocratique du Congo sur plusieurs sujets majeurs qui concernent l'humanité, notamment la question de la lutte contre le terrorisme, la question de l'environnement, la question de l'intelligence artificielle ou d'autres enjeux vitaux et cruciaux pour l'humanité. Au cours justement de son allocution, le président de la République était revenu notamment sur les conditions qui sont pour nous non négociables. Je voudrais qu'on puisse écouter un extrait du discours du président de la République devant le Conseil de sécurité des Nations unies, devant l'Assemblée générale des Nations unies, s'il vous plaît. Je salue à cet égard le leadership du président Donald Trump, qui a créé les conditions d'un dialogue ayant conduit le 27 juin 2025 à Washington à la signature d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Cet accord engage expressément Kigali à un retrait complet et vérifiable de ses troupes et à la levée de ses mesures dites défensives. Il prévoit également le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques au sein des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, la mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination en matière de sécurité, ainsi qu'un dispositif garantissant le respect de l'intégrité territoriale et l'arrêt des hostilités. Le retrait des troupes rwandaises, la fin de leur appui au M23 et le retour de l'autorité de l'État congolais sur toutes les zones occupées constituent des conditions non négociables. Voilà, vous avez suivi ce que le président de la République a dit.
explicitement que les retraits de troupes rwandaises et l'arrêt des mesures dites de défense constituent pour nous de conditions non négociables. Alors cette semaine, vous avez entendu et lu beaucoup de choses parce que à Washington, la semaine dernière, notre délégation n'a pas signé les documents qui devaient donner naissance au cadre d'intégration économique régionale parce que simplement, nous avons estimé que les conditions de paix n'étaient pas réunies sur le terrain pour permettre que nous puissions passer à l'accord économique. Alors, j'ai vu plusieurs commentaires, mais pour ceux qui suivent les processus étroitement, j'espère que vous en faites partie, notre position, elle est restée cohérente. Le président de la République, à plus d'une fois, a dit qu'on ne pourra parler de paix, d'économie ou d'intégration que lorsque nous aurons la paix restaurée et une paix que nous souhaitons définitive et durable. Je voudrais vous inviter, j'espère que vous avez encore gardé ces documents qui retracent en réalité la Bible de toutes les récentes activités qui se sont passées à Washington. Pour rappel, il y a au chapitre 3 de l'accord signé le 27 juin à Washington, on parle du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Les parties travaillent ensemble avec les partenaires régionaux et internationaux pour promouvoir la stabilité, la sécurité et les développements dans la région, reconnaissant que la paix et la prospérité sont interdépendantes. Ces mécanismes ont été mis en place pour s'assurer justement de l'application de l'accord. À ce jour, j'espère que vous avez suivi le processus. Il s'est tenu plusieurs réunions, je pense 3 réunions, d'abord à Addis Abeba, ensuite à Washington, où vous avez suivi que dans la réunion qui s'est tenue autour du 17-18 septembre, on a convenu qu'au-delà du CONOPS, on devait faire un plan, ce qu'on appelle un ordre opérationnel. Le CONOPS est un plan global qui indique plus ou moins comment on va s'engager, mais l'ordre opérationnel vient être plus précis. Parce que l'objectif, pour nous, est connu. L'objectif, c'est d'obtenir le retrait de troupes rwandaises, donc la levée des mesures dites de défense et la cessation de soutien au M23. Dans l'esprit du CONOPS, comme dans l'esprit de la résolution 2773, il est prévu que dans ce cadre, la République démocratique du Congo puisse traiter la menace des FDLR. Et donc, dans l'ordre opérationnel qui avait été mis en place à Washington, il est prévu que cela se passe en phase, parce qu'il y a si vous lisez encore l'accord, dans l'annexe qui reprend le CONOPS, il est prévu une partie sensibilisation, une partie opération, parce que pour nous, il est hors des questions de garder ces forces dans notre territoire, parce qu'ils constituent d'abord une menace pour les populations congolaises. Et dans l'ordre opérationnel qui a été établi d'abord par le mécanisme conjoint de coordination des sécurités et qui a été approuvé plus tard par le comité de surveillance conjointe. Alors, mécanisme conjoint de sécurité, c'est les mécanismes qui permettent à la République démocratique du Congo et au Rwanda, évidemment avec l'observation des médiateurs, de traiter les questions liées à l'application de l'accord, spécifiquement dans la partie CONOPS, partie opérationnelle. Ensuite, il y a comme un comité de surveillance, un comité de supervision qui donne un rôle le plus actif, notamment au gouvernement américain, à travers ses services habilités, pour qu'ensemble ils puissent suivre étroitement l'application de ce qui est convenu dans le cadre du mécanisme conjoint de sécurité. Et donc, les réunions récentes qui ont eu lieu à Washington dans le cadre de l'application de cet accord ont permis non pas seulement d'avoir l'ordre opérationnel, mais d'avoir aussi un calendrier par phase de ce que cet ordre opérationnel doit produire comme conséquence sur terrain. Parce que c'est de cette manière que nous allons être en mesure d'appliquer ce que cet accord prévoit, et l'application de cet accord permettra au Rwanda, lorsqu'on parle de levée des mesures dites de défense, en réalité, ça veut dire le retrait de troupes rwandaises, la cessation de tout soutien à ces supplétifs du M23, mais aussi la levée d'autres mesures ou d'autres munitions, notamment des armes des missiles anti-aériens que le Rwandais ont exportés sur notre territoire dans les cadres soi-disant de leurs mesures de défense. Et donc, il faut considérer qu'avec la tenue à la fois de la réunion du mécanisme conjoint
des vérifications entre les deux parties, la tenue de la réunion du comité conjoint de surveillance, nous sommes, avec l'ordre opérationnel, pleinement engagés dans l'application de l'accord. Et donc, si ce qui est prévu dans l'ordre opérationnel s'applique, nous pourrons voir, évidemment, il y a une autre réunion, d'autres réunions qui sont prévues dans la 3e semaine du mois d'octobre, qui pourra faire le point des différentes activités qui sont prévues. Sûrement que dans les jours qui viennent, vous entendrez sûrement des communications qui émaneront de l'armée, de la manière dont ces choses doivent se faire pour que nous puissions être sûrs que nous, République démocratique du Congo, nous jouons notre part et que le Rwanda, de son côté, doit faire sa part pour que nous puissions restaurer la paix. Parallèlement, vous savez qu'il y a des discussions qui doivent répondre incessamment à Doha entre nous, les experts de la sécurité qui représentent le gouvernement de la République démocratique du Congo et les représentants du M23 pour voir dans quelle mesure on va avancer dans la conclusion de l'accord prévu à Doha. Pendant que s'étaient nées ces réunions qui concernent l'application de l'accord au sens de la sécurité, mais vous savez que cet accord, si vous lisez au chapitre 6, les chapitres 6 de l'accord parlent de la création du cadre d'intégration économique régionale. Ces cadres d'intégration économique régionale, évidemment, c'est les cadres qui doivent nous permettre, du fait que nous sommes des pays liés, et la nature nous l'a rappelé en 2021 avec l'éruption du Nyiragongo, de voir quel type d'activité économique nous pouvons développer. Et donc, dans le cadre du travail du cadre économique régional, je dois vous rappeler que, à l'instar de l'accord de Washington qui avait été précédé par une déclaration de principe, la création du cadre d'intégration économique régionale a aussi été précédée par un énoncé de principe. Ces publics s'étaient signés depuis le 1er août 2025 et les départements d'État avaient pris le soin de diffuser cet élément. Vous pouvez consulter évidemment sur Internet pour vous permettre de suivre ce qui est écrit, les attentes et les objectifs des participants. Les participants affirment leur engagement commun à promouvoir la paix, la stabilité régionale et le développement économique durable. Et donc, comme vous pouvez le voir, et comme je le disais tout à l'heure, dans tous les textes, la paix est la première condition qui doit permettre aux autres conditions de pouvoir se mettre en place. Et dans ce que nous avons vu sur le terrain depuis le 27 juin, ce n'est pas les décors qui permettent le retour de la paix. Et donc, le président de la République, conformément à sa vision, est resté cohérent et nos négociateurs à Washington ont pris la position, le choix de ne pas signer. Cela ne veut pas dire que le travail qui avait été fait par nos experts, les experts américains et les experts rwandais tombe à l'eau. C'est un travail qui pourra évidemment s'appliquer les moments venus lorsque les conditions d'un retour d'une paix que nous voulons définitive et durable seront réunies. Et donc, nous, dans le cadre de nos objectifs, c'est d'abord la paix définitive, la paix durable. Ensuite, on peut parler des développements. Ensuite, on peut parler d'échanges. Ça aurait été mal compris, pas seulement par notre opinion, mais par nous-mêmes d'ailleurs, que nous signions un accord pour créer un cadre d'intégration économique régionale, alors que la pleine souveraineté, qui est une des conditions sine qua non posées par la République démocratique du Congo, n'est pas encore restaurée. Comment on peut penser pouvoir faire de l'économie dans un décor où, matin et soir, nos populations sont assassinées, où la gouvernance par crime s'est érigée en règle? Et donc, c'était pour nous un point sur lequel nous ne pouvons pas transiger. Ceci dit, dès que l'application de l'ordre opérationnel donnera les résultats escomptés, en ce moment-là, on pourra évidemment relancer la signature d'un document qui a été bien apprêté et qui reprend, je vous suggère de lire les énoncés des principes du cadre d'intégration qui prévoit notamment de comment on va collaborer dans les secteurs de l'énergie, dans les secteurs des infrastructures, des chaînes d'approvisionnement, des gestions de parcs nationaux et des tourismes. Toutes ces questions ont des questions qui ont fait l'objet de ces discussions. Et donc, parce que parfois, c'est pas toujours évident de comprendre ce qui se passe pour certains, je rappelle que nous avons un cadre avec le Rwanda, nous discutons à Washington, et nous avons à Washington obtenu un accord depuis le 27 juin,
C'est cet accord qui a créé notamment les mécanismes conjoints de la coordination de la sécurité et la commission conjointe de surveillance, qui permet aujourd'hui d'avoir ce qu'on appelle en langage militaire un ordre opérationnel dont l'exécution permettra pour la République démocratique du Congo de traiter la menace des FDLR et pour le Rwanda de retirer ses troupes et tout ce qu'ils ont apporté comme munitions sur notre territoire, évidemment avec une cessation de soutien au M23. Ensuite, nous avons le cadre d'intégration économique régionale parce que l'accord venait spécifiquement traiter la question de la sécurité comme la question de l'économie. Et donc, dès qu'on aura fini ce qui est sécuritaire, on va embrasser la partie économique pour lequel les textes sont prêts, les cadres sont préétablis, mais les signatures n'ont pas été apposées jusqu'à ce que nous aurons obtenu ce que nous souhaitons pour que la paix et la sérénité puissent régner dans cette partie du territoire. À ne pas confondre, nous discutons avec le Rwanda, mais nous avons en même temps des discussions bilatérales avec le gouvernement américain dans les cadres du deal et des discussions qui sont très avancées. Les experts ont continué à travailler, donc le moment venu, nous pourrons vous fixer. Pour ce qui concerne Doha, il y a des discussions évidemment qui vont reprendre dans les jours qui viennent et nous serons en mesure de vous dire où est-ce que nous en sommes. N'oubliez pas qu'à Doha, il y avait notamment la question de la mesure, des mesures de confiance, et vous avez vu qu'il y a un accord qui a été trouvé autour, un mécanisme qui a été établi autour du comité international de la Croix-Rouge qui permettent de traiter notamment la question des prisonniers et les questions sur les mécanismes de cessez-les-feux ont commencé à être abordées et qui feront l'objet de la continuité des discussions qui pourront aussi finir par un accord. Et donc, voilà plus ou moins ce que je pouvais dresser en termes d'introduction comme tableau de la situation générale pour que chacun de nous ne puisse pas s'est trompé par rapport au fait que nous n'avons pas signé. Et ici, je vous rappelle la cohérence de notre position depuis les débuts de ces conflits. Nous pensons que la paix est la première condition pour toute autre activité. Voilà plus ou moins à ramasser les mots introductifs que j'avais prévus dans le cadre de cet exercice de redevabilité. Évidemment, je veux successivement répondre à quelques questions pour être sûr que nous avons, dans les cadres de notre tradition de redevabilité, donné des éléments d'éclairage à nos populations qui nous suivent spécifiquement dans les provinces sous occupation pour qu'ils sachent nous travaillons quotidiennement et sans relâche sous l'autorité du président de la République et de la première ministre pour la restauration de la paix. On va commencer la série des questions avec Madame Joséphine Mawete et sera suivie par Monsieur Patrick Lacoué. Merci Monsieur le Ministre. J'ai deux questions. La première, vous avez évoqué les raisons pour lesquelles cet accord n'avait pas pu être signé, la paix notamment. Mais comment est-ce que la RDC compte-t-elle faire entendre sa voix pour que ce qui n'a pas été résolu avec déjà les mesures qui étaient en train d'être suivies avec le Rwanda puisse être mises en application pour qu'il y ait effectivement la paix dans cette région de l'Est? Écoutez, nous sommes en négociation. Le processus est conduit par les Américains et c'est les Américains qui tiennent la médiation. Dès lors qu'une partie n'a pas signé, il faut regarder la pertinence de ces raisons. Et les raisons sont tellement évidentes parce que pendant que nous sommes en discussion, vous avez suivi par exemple en juillet le massacre des civils avec un ciblage ethnique qui a eu lieu dans le Rutshuru. Vous suivez aussi quotidiennement tous ces bruits de bottes qu'on entend. Et donc, dans un tel décor, on ne pouvait pas procéder à la signature de ces cadres qui doivent nous permettre de formaliser une coopération économique. Nous pensons que ces cadres doivent venir après que les conditions d'un retour à la paix que nous souhaitons définitive et durable pourront être réunies. Monsieur le ministre, vous parlez aussi cohérence économique. Comment le gouvernement congolais compte-t-il mettre en avant les bonnes conditions encore, les intérêts de la population en avant, notamment dans
la signature de cet accord? Nous parlons de cohérence dans notre stratégie. Évidemment, c'est une question épineuse lorsqu'on veut parler d'économie dans un contexte où il y a les bourreaux qui tuent. Mais nous connaissons les vraies raisons de la guerre. Les vraies raisons de la guerre sont économiques. C'est une guerre de pillage. Si nous regardons, d'ailleurs, si vous regardez, il y a une vidéo qui a été produite récemment avec des images satellites qui vous donne une indication de l'activité minière spécifiquement à Roubaïa. Vous voyez que c'est ça la raison de la guerre. Et donc ici, on veut traiter d'abord les questions qui sont liées à la sécurité, les menaces sécuritaires. Dès qu'on a fini de le traiter, parce que ce soit le Rwanda, le Burundi ou tous les autres pays de cette partie de l'Afrique, c'est des pays qui sont voisins avec lesquels nous devons collaborer. Et nous pensons qu'une fois que la paix est restaurée, nous allons voir comment, à travers le cadre d'intégration économique régionale, travailler aux conditions qui permettent l'exploitation de tous les potentiels qu'il y a dans la région. Mais le potentiel qu'il y a dans la région appartient d'abord aux Congolais. Et donc nous allons nous assurer que dans ce qui se fera, que le Congolais puisse tirer leur profit et les effets induits qui ne concernent pas seulement le Rwanda toucheront au Burundi et tous les autres pays de la région. Merci. Je vous remercie. Monsieur Patrick Lacoué pour vos questions. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Face au bruit de bottes qu'il y a couramment à l'est du Congo, quelle est la réponse de la RDC? Écoutez, c'est pas compliqué, au-delà du fait que nous avons un mécanisme ou un cessez-le-feu obtenu, mais chaque fois qu'il y a une menace à la sérénité de nos populations, nous avons des forces armées qui font leur travail. Merci beaucoup. Les prochaines réunions, pour la deuxième question, les prochaines réunions à Doha, c'est avec le M23 ou le Rwanda? Souvenez-vous que le président de la République... J'ai même envie de vous interrompre tout de suite parce que je l'ai bien rappelé et je rappelle encore. Washington, c'est le cadre des discussions bilatérales entre la RDC et le Rwanda. Et Doha, c'est le cadre des discussions entre les M23 et la RDC, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, c'est que la question c'est pourquoi ne pas le faire avec celui qui donne l'ordre au pantin au lieu de rester sur les pantins qui commencent à prendre un peu de volume. Bon, écoutez, de toute évidence, il ne faut pas suivre les agitations que nous voyons. Les négociations se font, je ne serais pas cru en disant, pour mettre fin aux activités notamment du M23 et AFC, parce qu'il n'y a aucune disposition dans notre Constitution qui reconnaît l'existence d'un groupe militaire ou des rebelles qui puissent se permettre et penser qu'ils peuvent administrer une partie du territoire. Il n'y a aucun texte de l'Union africaine, encore moins la Charte des Nations Unies, qui le reconnaît. Et donc, nous discutons justement des conditions de la mise à mort de ce mouvement dans sa forme actuelle. Évidemment, parce que nous serons dans un chapitre des négociations, évidemment qu'il y aura des concessions qui pourront être faites suivant l'accord de principe qui a été établi, parce que l'objectif, c'est de revenir à la paix. C'est moi qui vous remercie. On va prendre les questions de Pichou Moulumba, qui sera suivi de Corneille Loubaki. Monsieur le ministre, j'ai noté la fin du soutien au M23 et la levée des mesures défensives du Rwanda sont, selon vous, le gouvernement, des prérequis non négociables. Et pourtant, c'est les statu quo sur le terrain, avec d'ailleurs les M23 qui recrutent davantage. Faut-il conclure que la perspective des rapprochements qui avait démarré fort entre Kinshasa et Kigali s'éloigne finalement? Et si les statu quo se maintenaient, aviez-vous un autre plan? Bon, écoutez, il faut regarder les processus, il est complexe. Regarder les processus, il est difficile. Moi-même, lorsque je m'exprimais sur la question dans un forum aux États-Unis, je disais, bon, on n'a jamais été aussi proche à la fois de la paix et de la guerre. Lorsque vous regardez la situation sur le terrain, évidemment, il y a des éléments d'inquiétude, au-delà de toute la manipulation, parce que normalement, lorsque nous avons déjà commencé à discuter, plus aucun mouvement de bottes ne devrait se faire. Mais nous connaissons ceux avec qui on a affaire et nous avons, nous aussi, notre ligne qui tient pour les questions de cet aspect-là. Pour le reste, je viens de vous parler de ce qui s'est passé à Washington. Il y a des textes qui ont été travaillés par les deux parties, y compris
l'implication du gouvernement américain, où il y a un mécanisme qui a été mis en place qui va permettre aux Américains de suivre la situation sur le terrain. Il y a un rôle qui nous est dévolu, mais il y a aussi un rôle qui est dévolu à la médiation. Ici, nous savons tous que sur cette question de l'Est, nous avons plusieurs solutions. On a évidemment la solution du front militaire, mais la solution du front militaire, ce n'est pas la solution qui a été privilégiée pour le moment parce que nous sommes en train de discuter. Ici, l'idée, c'est de donner toutes les chances à ce qui s'est fait actuellement à Washington, à Doha, pour nous permettre d'arriver à la solution avec le moins de pertes en vies humaines possible. De toute évidence, les différentes agitations, nous les voyons, nous les monitorons, nous les suivons, et il y a des actions qui sont prises. J'étais ici avec le ministre notamment de la Justice qui avait l'occasion de vous dire ce que nous comptons faire, mais ici, il n'y a pas de doute sur notre volonté de parvenir à la paix et la paix à tout prix. Et parlant des Doha, quels sont les principaux points de friction? Bon, écoutez, sur Doha, il y avait d'abord la question de prisonniers, parce qu'il y a, si vous lisez l'accord, j'aurais voulu que chacun de vous se munisse de l'accord, parce que parfois, c'est toujours mieux de discuter avec le support de ces textes. Lorsque vous regardez ce qui avait été dit à Doha, on a parlé des mesures de confiance. De mesures de confiance, je peux vous relire dans ce qui est dit dans les mesures de confiance. Les parties s'engagent à prendre des initiatives concrètes visant à rassurer la population de la République démocratique du Congo et à créer un climat favorable à un dialogue constructif en vue de parvenir à une paix durable. Les partis reconnaissent l'importance et l'urgence de la mise en œuvre de chaque mesure de confiance, soulignant leur rôle déterminant dans le renforcement de la confiance mutuelle et la suite du processus de paix. Les partis s'engagent à instaurer les conditions nécessaires à l'application effective de ces mesures, notamment la mise en place avec la facilitation du Comité international de la Croix-Rouge et dans le cadre de la loi congolaise, d'un mécanisme permettant l'organisation de la libération des prisonniers ou détenus d'intérêt par l'une ou l'autre partie. Et donc, sur la question des mesures de confiance, justement, je vous ai dit qu'un mécanisme a été mis en place, qui a été formellement signé avec les CICR, et donc il faut considérer que la première condition a été remplie en termes de mesures de confiance. Évidemment, on va dire la prochaine étape, ce sera la libération de prisonniers, mais la libération doit se faire dans les cadres de la loi congolaise. C'est ce qui est écrit dans l'énoncé des principes, et toutes ces questions feront l'objet des discussions à venir, et nous aurons évidemment, parce que nous sommes transparents sur le sujet, l'occasion de revenir pour expliquer ce qui en ressortira. Voilà, on va prendre les questions de M. Corneille Dubaki. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais revenir un peu sur la question de statu quo. J'ai deux petites préoccupations. D'abord, on avait suivi, parlant de l'Assemblée générale de l'ONU, le président Trump qui s'est vanté tant soit paix de la paix entre la RDC et le Rwanda, mais quand on sait que les choses tangent, est-ce qu'à ce point-là, on pourra dire que jusqu'à ce jour, Kinshasa fait toujours autant confiance aux États-Unis où le pays reste ouvert à d'autres voies de médiation d'autres pays? Évidemment que nous faisons confiance à la médiation américaine. Le président Trump, dans son discours, a parlé de la paix. Évidemment, s'il faut se référer à l'accord qui a été signé, on va dire que sur papier, nous avons la paix. Mais il y a une distance entre les volontés coulées sur un document diplomatique et la réalité effective sur le terrain. C'est pour ça que nous continuons. Je vous ai dit tout à l'heure, en parlant de réunions de mécanismes de coordination de la sécurité, ou en parlant de la réunion du comité conjoint de surveillance, ça se tient avec la présence des experts américains. Et donc, il faut considérer que les services américains sont pleinement au courant de la situation sur le terrain, et on va continuer à travailler à la fois avec nous et la partie rwandaise dans l'application de ce qui avait été convenu. C'est pour ça que je vous ai parlé de l'ordre opérationnel qui permettra la mise en œuvre du CONOPS. C'est en ce moment-là qu'on pourra, à la fin de l'exercice, avec le comité des surveillances qui est comme un comité de supervision dirigé par les Américains, ils pourront faire le point et prendre évidemment d'autres mesures qui s'imposent dans l'hypothèse où un acteur ne s'acquitte pas des responsabilités qui sont les siennes pour permettre le retour de la paix que le président Trump souhaite tant et que nous tous nous souhaitons aussi. Ok, autre question, le processus de paix via un dialogue notamment national.
On veut d'un dialogue ici aussi au pays, mais en même temps, on a condamné l'ancien président à la peine de mort. La Synchro notamment a réagi. Un commentaire du gouvernement. Bon, écoutez, vous connaissez la tradition, parce que le gouvernement, on ne peut pas commenter des décisions de justice, mais sûrement qu'il y a des voies de recours pour que la personne condamnée puisse y retourner. Ici, pour ce qui concerne le dialogue au niveau national, il vous souviendra qu'une feuille de route a été annoncée par les différentes confessions religieuses qui ont été élargies, pas seulement, qui ne se sont pas limitées simplement aux catholiques et aux protestants. Et donc, le moment venu, les garants de la nation, le président de la République, qui, en l'occurrence, s'est déjà montré disposé, pourra communiquer son agenda pour permettre à cette initiative de voir le jour. Merci. On va prendre les questions de M. Touvert et puis qui sera suivi de M. Benoît Nimba. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole. Une photo vaut 1000 mots. Aujourd'hui, deux autorités implantées par le M23 posent avec armes les deux vice-gouverneurs au gouvernorat. Doha a dit qu'il faut des mesures de confiance. Comment la population de Goma peut-elle interpréter cette pause? Écoutez, je suis très mal placé. D'abord, je n'ai pas vu, mais tout ce qui ressort de cette partie, c'est beaucoup d'agitation. C'est beaucoup d'agitation simplement parce qu'on sait que c'est une aventure qui ne durera plus longtemps. Dans la forme actuelle, il ne faut pas rêver. Et donc, les messages qu'ils veulent passer, c'est les messages de la criminalité. C'est évident que si vous êtes disposé pour la paix, vous montrez dans l'attitude. Lorsque nous, quotidiennement, nous suivons la situation sur le terrain, c'est des intimidations, c'est des assassinats. Et lorsque vous me dites, je n'ai pas vu qu'ils osent se brandir en armes, ils vous montrent clairement ce qu'ils font de ces armes, ce qu'ils utilisent contre les civils. Et ne vous y trompez pas, tous les actes, tous les crimes qui sont quotidiennement commis sont enregistrés et les moments venus, la composante judiciaire, on en a parlé ici, ne sera pas oubliée parce qu'il est hors des questions de consacrer un régime d'impunité dans un contexte où vous avez des gens qui pensent que c'est par la terreur qu'ils peuvent se faire accepter, mais la population de Goma, celle de Bukavu et d'autres parties du territoire démontrent quotidiennement que ces gens ne sont pas les bienfaits. C'est clair. Monsieur Benyanyemba. Oui, Excellence. Aujourd'hui, la CICR a lancé une alerte sur l'accès de soins de santé qui devient de plus en plus inaccessible au Nord Kivu. Et quelles sont les alternatives que le gouvernement propose sur ces problèmes? Deuxième question, Excellence. Il y a un communiqué qui a circulé la semaine passée de ceux qui gèrent Nord et Sud Kivu, mettant en cause tous les documents délivrés par Kinshasa. Je parle de carte de résidence ou visa ils commencent à refuser tous les documents délivrés de l'administration de Kinshasa. Quels sont vos commentaires? Merci. Bon, écoutez, de toute façon, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'agitation. Ne vous y trompez pas. Goma, Bukavu font partie de la République démocratique du Congo. Et il est hors des questions, pour ceux qui sont là, de penser qu'ils peuvent poser des actes qui changent, notamment les règlements en matière des déplacements de population ou même des expatriés. Ne vous y trompez pas. Et c'est clair, et nous l'avons dit, nos populations qui sont dans les villes de Goma n'ont pas, par exemple, besoin de payer un laissez-passer ou un tenant-lieu, un document établi par les occupants qui sont illégitimes pour penser faire des déplacements. C'est pour ça qu'il y a eu une instruction qui a été donnée aux compagnies aériennes. Mais par contre, toutes nos ambassades environnantes sont instruites pour que tous les Congolais qui sortent de cette partie du territoire, s'ils veulent venir à Kinshasa, on leur délivre gratuitement un document qu'on appelle sauf-conduit qui leur permettra de s'émouvoir. Pour le reste, je ne sais pas si ce que vous me dites est authentique parce qu'ils sont coutumiers notamment de faire de la grosse manipulation pour tenter de légitimer une forme de gestion, mais tout ça, c'est des actes qui démontrent simplement que la fin est proche. Et nous disons à tous les Congolais qui sont ici et qui sont là-bas de ne pas prêter foi à de tels actes et à carrément les déconsidérer. Comment vous pouvez penser
que s'ils sont des bonnes intentions, au-delà de ces régimes de privation, des terreurs, comment ces gens-là peuvent penser qu'ils peuvent, par exemple, revenir sur une réforme majeure comme la gratuité de l'enseignement. Et dans tout ça, vous voyez qu'il n'y a qu'un seul agenda, imposer la souffrance. Alors, sur la question que vous posez, les soins de santé, mais évidemment, dans un tel décor d'insécurité, dans un décor où l'aéroport, qui est l'une des voies d'approvisionnement est fermée, dans un décor où ceux qui y sont par défi ou par crime, comment pensez-vous, par exemple, que le personnel de santé, qui a été particulièrement ciblé, souvenez-vous, ici, dans un briefing avec le ministre de la Santé, lorsque nous donnions les bilans par zone de santé, parce que le ministère de la Santé est organisé, un peu à l'image de services d'intelligence, il reçoit des rapports de zone de santé au quotidien. Les agents de santé ont été ciblés, notamment parce qu'ils renseignaient sur les nombres de morts. Et donc c'est tout à fait normal que dans des conditions comme celle-là, qu'il y ait des difficultés. Mais nous, le gouvernement, l'alternative, c'est de continuer à travailler, notamment avec des agences humanitaires. C'est pour ça qu'il est impératif, au-delà de tout ce qu'il y a comme problème de sécurité sur le terrain, de laisser les couloirs aux humanitaires qui leur permettent d'apporter l'appui à nos populations. Et de ces points de vue, le gouvernement ne se dérobe pas et nous nous assurons, nous vous avions parlé en début février, on parlait notamment des dons des sons qui ont été pris à Kinshasa, mais qui ont été acheminés à travers les moyens des humanitaires pour nous assurer que pour nos populations qui sont en souffrance et pour nos populations qui ont besoin d'appui, que leur appui leur parvienne. Que l'appui leur parvienne. Les instructions données aux compagnies aériennes, est-ce qu'on peut avoir de détails? Comment? Les instructions que vous venez de dire, vous avez donné les instructions. Bon, je pense qu'on aura peut-être dans un des cadres organisés l'occasion d'avoir les précisions de la DGM qui s'occupe de la migration, mais ce que je sais, c'est que les autorités de fait ne sont pas en droit d'établir un quelconque document qui s'appelle tenant lieu ou que ça s'appelle comment, qui puisse être reconnu par les compagnies aériennes parce qu'ils ne sont pas en droit de le faire. Et pour nos populations qui ont besoin de se déplacer, ils ont la possibilité, à travers les ambassades des pays limitrophes, d'avoir un document qui est gratuit, qui s'appelle Sauf-Conduit, pour leur permettre de se déplacer et de venir à Kinshasa. Voilà, merci. On va prendre les questions de Fabrice Yembo. Apparemment, il n'y a plus de questions en français, donc on va switcher sur le lingala. C'est qui le prochain? Il y a Amédée. Amédée, allez-y, parce que je vais terminer à la question en lingala. S'il vous plaît. Et puis, ce sera Martin Moudimbi. Amédée Moirao pour le compte de finances entreprises. Excellence, dernièrement, quand je suivais Massad Boulos, j'avais l'impression d'écouter un porte-parole du gouvernement rwandais. J'aimerais savoir si vous avez toujours la même confiance à la médiation américaine, suivant les dernières déclarations notamment de Massad Boulos. C'est la première question. Bon, écoutez, nous avons, dans le cadre de ces négociations, des lignes rouges qui sont connues. Dans le cadre des discussions avec notamment le Rwanda, nous avons un accord. Dans le cadre des discussions avec les supplétifs, nous avons une déclaration de principe. En réalité, ces déclarations de principe, cet accord et les différentes réunions qui se tiennent dans les cas des mécanismes prévus disent tout. Et donc, je n'ai pas personnellement suivi tous les sens de ce qu'il a été dit, de ce que Massad Boulos a dit, mais ici, il faut considérer que nous continuons, évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, sur la médiation américaine. Je pense que ces déclarations étaient tenues en marge des assemblées générales vers fin septembre, mais je vous ai dit tout à l'heure qu'on a eu des discussions dans le cadre de la du comité de surveillance ou du mécanisme conjoint sous médiation américaine. Et donc, il y a évidemment dans ces déclarations, si ces déclarations ont fait l'objet d'une quelconque confusion, je pense que nos équipes les lui ont notifiées.
parce qu'il n'a sûrement pas, peut-être qu'il faut le lui concéder, les reculs que nous avons dans la compréhension de certains concepts. Parce que nous avons, par exemple, ici, lorsqu'on parle d'intégration au sein de l'armée, nous avons ce que dit l'accord. Je pense que ce n'est pas sa position qui doit faire trembler ou faire penser qu'on sort du cadre qui a été établi. Au sujet de l'intégration conditionnelle dans les forces de sécurité, il est dit, je le rappelle, toute réintégration éventuelle des combattants dans les forces armées de la RDC et de la police s'effectue de manière rigoureuse, individualisée et conditionnelle, au cas par cas, sur base des critères clairs, y comprenant l'aptitude physique et morale, en particulier le respect et l'absence des violations graves du droit international humanitaire et la loyauté envers l'État et ses institutions. Voilà, la Bible est là. Je pense que les paroles qui font référence sont celles qui sont coulées dans les textes, parce qu'ils font l'objet justement de beaucoup des discussions avant qu'ils ne soient coulés et aujourd'hui force pour guider la ligne que nous suivons, notamment pour le retour de la paix. Deuxième question, que répondez-vous à cette opinion qui pense que l'enlisement du processus de Doha arrange aussi bien Kinshasa, les rebelles M23 FC que Kigali, parce que Kigali, il contrôle de Bunagana jusqu'à Bukavu. Donc tant que la question M23 n'est pas réglée, bon, il continue à exploiter les minéraux. Et du côté de Kinshasa, c'est que l'on pense que, bon, tant que cette partie est sous occupation, donc 2028, on va oublier les élections et voilà. Que répondez-vous à J'ai même envie de vous interrompre parce que cette assertion que vous faites disant que ça arrange Kinshasa est extrêmement grave. Nous sommes dans une position des parents. Est-ce que vous savez la peine que nous ressentons de ne pas pouvoir aller à Goma? Moi, je suis un habitué de Goma. Mais est-ce que vous savez la peine que nous ressentons lorsque tous les jours vous apprenez que des enfants, en allant à l'école, qu'un motard a été tué? Est-ce que vous savez la peine que nous ressentons lorsqu'on vous dit, on fait un rapport pour dire plus de 300 compatriotes ont été tués avec un ciblage ethnique? Nous sommes le gouvernement et nous avons, nous, les devoirs de protéger toutes ces populations. Et c'est pour ça que nous sommes pressés d'aller à la conclusion, parce que c'est comme, vous savez, c'est une guerre qui commence depuis 30 ans. Aujourd'hui, lorsque nous préparions cet exercice de redevabilité avec des experts, il y a déjà un accord qui a été signé en novembre 2007 entre la RDC et le Rwanda. Vous pouvez aller, et il y avait un communiqué entre la RDC et le Rwanda de 2007. Quand vous lisez les problématiques, 18 ans plus tard, c'est les mêmes. Ça veut dire qu'il y a une méthode décidée, convenue à Kigali, de dire que ce soit l'AFDL, que ce soit le RCD, que ce soit le CNDP qui devient M23 et tout ce qui vient après, on se dit, bon voilà, on doit avoir un paravent avec le prétexte permanent de la présence des FDLR qui sont des Rwandais, qui tuent d'abord les Congolais. Et donc ces prétextes qu'on recycle, et dans les nouveaux albums de recyclage, on dit, ah non, ce n'est même plus une question de nombre, mais c'est qui propage une idéologie génocidaire. Alors, à se poser la question, cette idéologie, comment ils la répandent? Parce que moi, nous suivons des radios, nous suivons des médias. Et donc, il faut considérer que cette fois-ci, la détermination du président de la République, c'est de nous amener à en finir une bonne fois pour toutes. C'est pour ça que sous médiation américaine, souvenez-vous des propos que le président de la République a dit dans son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies. Cette médiation nous a permis, à travers cet accord, de régler les problèmes les plus urgents. Les problèmes les plus urgents, c'est un problème de sécurité. Bon, si on a le prétexte, on pense qu'il y a les FDLR, allons-y. Terminons-en. Et puis, retirer ce qu'ils appellent mesures de défense, qui en réalité signifie présence de troupes rwandaises et présence des armes sur notre territoire. Ils ne devraient jamais y être. Et donc là, pour nous, ils doivent quitter. Et ils doivent quitter cette fois-ci, une fois pour toutes. Alors, lorsqu'ils auront quitté, parce que nous sommes des pays voisins, je disais tout à l'heure que la nature nous l'a rappelé en mai 2021,
Lorsqu'il y a eu irruption du Nyiragongo, vous avez vu que les conséquences ont touché Rubavu à côté. Et donc, et le président de la République, je rappelle ce qu'il a toujours dit et ce que nous partageons, c'est que nous n'avons pas de problèmes avec les peuples rwandais. C'est le régime rwandais qui a développé un mécanisme de pillage, des tueries et des corruptions dans l'est de notre pays qui est le problème. Et cette fois-ci, autour des Américains, des Qataris, mais aussi de l'Union africaine, de l'Union européenne, de tous les acteurs impliqués, on veut en finir. Et donc, il faut considérer que les processus dans lesquels nous sommes, il est sensible. Évidemment que le Rwanda n'a aucun intérêt, parce que reseller, profitant du trafic illicite, évidemment ceux qui sont sur place, pour eux chaque jour est un jour de plus du vol, parce qu'on veut voler y compris les frais de scolarité des parents, et pour nous ça ne nous arrange pas du tout. Et donc c'est pourquoi nous sommes déterminés. Je vous parlais de l'ordre opérationnel, je vous parlais sûrement dans les dimensions qui vont nécessiter l'implication des médias, dans les travaux que l'armée fera pour apporter sa contribution dans le cadre de l'application de cet ordre opérationnel. Vous serez associés, vous serez au courant, parce que nous voulons arriver à la paix. Et nous allons y arriver. Parce que depuis les débuts, tous les prétextes, on nous a dit la problématique de réfugiés. Aujourd'hui, autour de Philippe Grandi, on a convenu de comment la question doit être réglée. On nous a dit, là-bas, c'est les discours de haine. Le président de la République l'a dit ici, nous sommes ici, porte-parole du gouvernement, vous êtes là, nous ne partageons pas une quelconque forme de discours de haine contre les compatriotes, Tutsis, ou qu'importe la communauté. Nous sommes un pays pluriel, avec toutes ces tribus et ces ethnies, nous avons toujours vécu en harmonie. Vivre en harmonie ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes ou qu'il n'y a pas de difficultés. Mais lorsqu'il y a des difficultés, elles ne doivent pas se régler par les armes. Parce que quoi qu'il en soit, que ce soit sur la question de réfugiés, que ce soit sur la question du discours de haine, comment, ou sur la question des FDR, comment pensez-vous que ces problèmes peuvent être durablement réglés lorsque vous amenez les armes? Comment pensez-vous que vous pouvez commencer à tuer les membres d'une communauté ou des autres communautés sous le prétexte de protéger une communauté? Mais cette communauté, vous l'exposez. Heureusement que nous avons un discours clair, un discours d'unité, un discours d'acceptation et un discours où les Congolais veulent vivre ensemble. Et vous avez plusieurs fois suivi ici à la télévision nationale nos compatriotes Banyamulenge, le ministre Aguissar a eu l'occasion de le dire, qui n'ont jamais donné mandat à qui que ce soit de se présenter comme leur défenseur, parce que leur défenseur, c'est le président de la République, qui déjà en 2019, à Londres, avait dit les Banyamulenge sont de Congo. Et donc vous voyez que dans tout ce qu'il y a, ce sont des prétextes, et là nous sommes dans la dernière ligne droite pour mettre fin à tous ces prétextes. Oui, Excellence, vous parliez de ligne rouge. Et là, vous dites qu'on est dans la dernière ligne droite à ce qui concerne les processus de Doha. J'aimerais savoir quand même, en termes de timing, jusqu'à quand Kinshasa va continuer à tolérer à ce que le processus de Doha se pérennise? Bon, écoutez, quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Nous savons pertinemment bien que ceux qui sont à Doha dépendent de ce que dit Kigali. Nous savons aussi que nous avons autour de nous des médiateurs, notamment américains et qataris, qui ont des leviers d'influence. Mais ici, ceci dit, il y a des problèmes qui vont soulever. Il va se poser évidemment un problème d'intégration dans l'armée. On a dit tout à l'heure, il va se poser un problème de DDRCS, de démobilisation, de réinsertion. Souvenez-vous de la feuille de route de Luanda, novembre 2022. C'est pour ça que nous disons toujours qu'il ne faut pas lire le processus sur base que de ce que nous avons. Il y a un ensemble de choses qui doivent être faites, évidemment, pour certaines, dans les cadres de l'accord de principe de Doha, on les fera avec ceux qui sont concernés. Et nous voulons que ça aille vite. Et nous espérons que nous allons y arriver parce qu'à la fois les Qataris et les Américains ont besoin d'arriver à la conclusion. Et le président Trump, s'il a déjà annoncé la paix devant toutes les nations du monde, ça veut dire qu'il est particulièrement
préoccupés et que les Américains pourront, le moment venu, utiliser davantage de leviers pour que nous atteignions cet objectif. On va prendre les questions de... J'avais une dernière question. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On va prendre les questions en série de Martin Moudimbi, Pascal Moulegua et Clément Mwamba. Et on terminera avec Fabrice Aningala. S'il vous plaît. Une question, s'il vous plaît, parce que nous sommes à la conclusion de cet exercice. Merci, Excellence, pour la question. On l'a suivi à travers les discours du président de la République. Kinshasa continue à faire confiance au président américain pour résoudre de la question de l'Est. Alors, vous étiez à New York, beaucoup espéraient cette rencontre au sommet entre Tshisekedi et Trump. Pourquoi cette rencontre n'a pas eu lieu? C'est une très bonne question. Parce que à New York, c'est comme une assemblée générale. Tous les pays du monde appartiennent aux Nations Unies. En septembre, on y va, nous tous les pays du monde y vont pour donner leur position. Il n'a jamais été prévu que le président de la République rencontre son homologue américain. Et d'ailleurs, si vous regardez, je n'ai pas suivi toutes les activités, je n'ai pas vu les présidents américains recevoir des chefs d'État. C'est pas dans la tradition, c'est venir faire son discours, avoir des side events. Évidemment, s'il y a des sujets, s'il y a des besoins, cela devrait se faire, mais cela n'a pas été prévu. Et donc, il faut arrêter d'avoir des spéculations. Les présidents ne s'est pas déplacé à New York pour aller voir son homologue américain. Le président s'est déplacé à New York pour aller donner la position de la RDC sur les grands sujets du monde. Il est allé à New York parce que la RDC va devenir membre permanent du Conseil de sécurité, parce que la RDC devait tenir notamment un side event autour de la reconnaissance internationale du Génocide, des génocides commis en RDC. C'est pourquoi le président s'est déplacé. Voilà. Merci. On va prendre les questions de Pascal Moulegua. Monsieur le ministre, puisque vous parlez de Doha, il y a le processus de libération des prisonniers qui est avec un entremetteur comme le CICR. Y a-t-il des cas exclus parce que parmi ces personnes, il y a notamment des condamnés de justice? Allez-vous mettre au pas la justice quand elle a déjà condamné quelqu'un? Vous parliez également de l'intégration des rebelles dans les forces de sécurité. Êtes-vous au courant d'une résolution de l'Assemblée nationale qui vous interdit, vous, en tant que gouvernement, que quelles que soient les circonstances, on ne peut nullement envisager d'intégrer un combattant de groupe armé dans les forces de sécurité? Puisque ce processus est mené par le gouvernement, allez-vous aussi mettre au pas le Parlement? Bon, écoutez, il faut éviter de faire un tel mélange. Nous avons les textes qui parlent. Quand vous parlez d'intégration, j'aurais voulu que vous puissiez rajouter conditionnel. Encore une fois. L'intégration conditionnelle mise ici, ça veut déjà dire un début de vetting. Parce qu'on va se dire, Monsieur Pascal Moulegua, je ne voudrais pas citer votre nom en exemple, parce que, justement, Monsieur tel a commis tel crime. Parce que je dois rappeler ici que le président de la République ne tolère aucune forme d'impunité. Et vous avez suivi les ministres d'État, ministres de la Justice ici, aucune forme d'impunité pour qui que ce soit d'ailleurs. Cela doit être bien clair. Et donc ici, nous avons déjà un point qui permet de faire ces vettings-là, et je souhaite que cela soit bien compris. Et c'est dans les mêmes esprits que cela sera fait dans les discussions à venir. Alors, il ne faut pas oublier que dans un tel processus, évidemment, il y a des concessions qui devront être faites les moments venus. Je ne sais pas ce qu'il en est exactement, mais il ne faut pas oublier qu'il y a toujours de prescriptions. Des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide. Et donc, il y a évidemment de critères comme ceux-là qui ne seront pas oubliés. Vous avez suivi le ministre d'État, ministre de la Justice ici. Ici, c'est que nous voulons. Ce n'est pas seulement de parvenir à la paix, mais c'est de nous assurer qu'on a créé les conditions pour que ceux qui se recyclent depuis 30 ans ne se recyclent plus. Qu'on en finisse cette fois-ci, une bonne fois pour toutes, et on va parler des développements et on va avancer. Voilà. Monsieur Clément Mwamba, pour terminer les questions en lingala. Ma préoccupation, c'est de savoir, le gouvernement conditionne la signature de l'accord économique régional au retrait des troupes rwandaises. Pourquoi cette condition n'était pas posée avant même la signature de l'accord de Washington? La condition a toujours été posée. Parce que, selon l'opinion,
avant l'accord et après l'accord, il n'y a pas de changement sur le terrain. Pourquoi vous n'avez pas posé cette condition avant? Parce que lorsqu'on signe un accord, on le signe de bonne foi. Ça veut dire que chacun doit faire sa part. Mais nous tous, nous savions, en signant, y compris les médiateurs américains, que les choses ne se feront pas de manière automatique. Mais c'est pour ça qu'on a mis en place un mécanisme. On dit on va créer un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité qui sera un peu un mécanisme bilatéral qui nous permettra de mettre en œuvre notamment le CONOPS qu'on avait convenu à Luanda. Premièrement. Ensuite, pour être sûr que si ces mécanismes-là ont des soucis, s'il y a des différends, on crée un comité de surveillance conjointe qui a pour mandat, c'est l'accord qui le dit, de recevoir les plaintes de parties concernant les violations du présent accord, de résoudre les différends découlant des violations du présent accord, de prendre des mesures, les cas échéants, pour remédier aux violations, de surveiller et examiner les accusations de violations et résoudre les différends. Voilà, c'est l'accord. Ça veut dire qu'il faut le lire. Parce que nous savons que la paix est un processus. Lorsqu'on a convenu qu'on discutait sur cet accord qui réglait les problèmes sécuritaires, on sait que l'autre problème, c'est l'économie. Mais pour arriver à l'économie, il faut créer les conditions. La paix définitive et durable, c'est l'expression du président de la République, doit précéder l'économie. Et nous sommes restés cohérents. Nous n'avons pas craché sur le travail qui a été fait par nos experts, les experts rwandais et américains, mais nous avons simplement estimé que le moment de la signature ne s'y prêtait pas au regard de la situation sur le terrain. Dès que la situation sur le terrain évoluera, nous serons en mesure de régler la question. Dernière question avec Fabrice Alingala. Motuna moko potokomi nasuka. Matoni mingi ntoma Patrick Muyaya, Zambie, Bayi Congo démocratique, Bakotuna Pemituna, na pasteur américain, oyo autaki bongo na Maison Blanche, ayaki awa, asoro laki na bino, na nkume ekolo Congo démocratique. Zambie tango azongi alobi, po ali kolansi bongo, ko palanganisa sango po ete molongo mobimba. Vous allez kolansi nini? Campagne. Ok. Ya Génocoste. Pour être molongo mobimba ba ndima ete génocide saimi na Congo nzokande a lansaki bongo message ete Bayi Congo démocratique ba tia bongo mokoloto na bango na mikanda wana po yepe azwa makoki ya ko présenter yango na niveau États-Unis pour être molongo ba ndima likambolina nzokande na tango tokoloba motango wa Bayi Congo ekoki même pas 100 000 pardon. Nzokande ana posa ya 1 million. Na motuna ya suka mwana mboka Patrick Muyaya. A boko solona ba dongolo miso ba M23 pe Rwanda. Toko mona pe na Ukraine na Russie ba ko solola mais mampinga na bango pe ba ko telema pona ko bunda. Moi makele les ali kuna na monele ekolo Congo démocratique ndenge ni boko lengera makamana mpe molobeli ya 5 ans auti bongo ko condamner Mboula Matari école Congo démocratique ndenge bo condamné mon mboka Joseph Kabila Kabange et akufa. Non. Owana yaka pardon. Olobi nini ba condamné nini à mort. Yoka. D'abord, il faut que ça la démarcation. Eza justice. Biso toza exécutif. Justice eza na ba mécanisme nango. Un mécanisme à recours et koki kozala. Biso tozana na pouvoir te ya ko commenter ba décision judiciaire. Wana motuna na ya suka. Na motuna na ya mibale. Na lobaki yango na lopoto mapinga na biso basala ka musala o il faut basala. Tango mususu tokozonga na général Ekenge soki bozana besoin a apé Sabino ba détail ya makambo to salanga mais boye ba ke mikolo nyonso mapinga na biso bazalaka côté les mapona ko protéger ba congolais na motuna na ya liboso peut-être que ba o balandi ba comprendre malamu te ozai ko le ba makambo ya pétition o to benga na lopoto pétition pour la reconnaissance du génocide lancée par un pasteur américain je crois sikoyo yo signé pétition wana yo oui. Yo se signé. Est-ce que Bandeko va aller à signer? Parce que l'air biso tozolo balikambo ya Génocoste.
omoni lelo bato ebele bakomi ko attaquer ah Fonaref bazo attaquer Fonaref obi pona nini parce que Fonaref eza à côté lema pona kotambola mokili mobimba. D'abord il faut une appropriation nationale. To comprendre que na batingi tingi na ba makobola ngana ke na makobola na président Félix Antoine Tshisekedi pendant la campagne soko tali batu ndenge bakundama batu ndenge bakufa ko kamawa kasi lelo biso tozo sala ezana nous pona biso nyonso ba congolais to comprendre que bandeko na biso bakufa ebele pona honneur ya batu wana bakufa il faut qu'on reconnaître génocide mon côté ba génocide ebele. Oui, Salama. Et puis, baninga Fonaref bazo sala avec des argumentaires pour nous démontrer. Donc, awa nazope sa invitation na ba Congolais nyonso ba signer pétition. Oyo pasteur Trévi, je crois pasteur. Oui, pasteur Johnson Alansaki. Ngamo kopé na ko signer, na ko partager ngopé na ba réseaux sociaux pour batu nyonso balanda rabiso tolanda toza 100 millions de Congolais, 1 million ezama moké. Donc là to maboko, je pense qu'on va y arriver. Bon, on va terminer l'exercice d'aujourd'hui, mais on ne peut pas le terminer sans revenir sur un mot du président de la République qu'il a destiné aux jeunes des partis du pays sous occupation. Vous n'êtes pas seul et c'est sur ces mots que nous terminons l'exercice de redevabilité de ce soir. Voilà. De Goma, de Bukavu, de Rutshuru, de Massissi, de Calais et de toutes les localités éprouvées, je veux adresser un message d'amour, de compassion et d'espérance. Votre courage face à l'oppression n'est pas un murmure isolé. Il honore la nation et nous oblige. Sachez que la République tout entière se tient à vos côtés d'un même cœur. Vous n'êtes pas seuls. Le prix de la résistance que vous payez est la sève d'un Congo nouveau. Garant de la nation, j'ai pris l'engagement personnel d'œuvrer sans relâche pour abréger vos souffrances, rétablir la paix et la sécurité et hâter le retour à la vie normale sur l'ensemble du territoire national. Dès la libération de vos territoires, nous lancerons sans délai un programme prioritaire de reconstruction et de développement, routes, écoles, centres de santé, accès à l'énergie et au numérique, afin que votre créativité devienne l'avant-garde du renouveau de vos territoires. Tenez bon, l'avenir que vous méritez n'est pas compromis, il se construit avec vous et pour vous. Voilà, merci et bonne soirée chez vous.